coup, on a fait de l'alpinisme dès le début de la création pour que Raphaël et Maxime se découvrent aussi dans des environnements qu'ils ne maîtrisaient pas. Une société, elle est en mouvement. Donc, maintenir l'équilibre en mouvement, ça nécessite de toujours compenser, travailler, se remettre en question. Et c'est ça qu'il faut avoir. La différence entre obstination et résilience. Je pense que la clé, c'est d'être attentif aux autres et à soi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Santé d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis ravie de discuter avec Hugo. Hugo, je te remercie déjà beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation, d'avoir dit oui. Je sais que tu as déjà enregistré un podcast il n'y a pas très longtemps et du coup, voilà, deuxième exercice pour toi. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes et que tu présentes ta société dans les détails, si ça te va. Ouais, bonjour Bérénice, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et de relever le profil de ce qu'on fait et de notre société et le mien. Donc, c'est toujours sympa d'être mis en valeur via différents médias de diffusion qui ne parlent pas forcément de ce qu'on fait, mais aussi de comment on l'aborde. Donc, Choco est ma société qu'on a créé avec deux amis d'enfance, donc Maxime et Raphaël. Raphaël que j'ai connu très jeune et Maxime que j'ai connu sur les bancs de classe prépa à Lille. On a monté Choco en 2016, donc ça va faire bientôt 9 ans cette année. Et Choco est une société d'édition de logiciels dans la musique pour les professionnels. Donc très concrètement, on est une sorte de Spotify pour les pros. On vient piloter l'ambiance musicale des lieux. Donc parmi nos clients, on peut avoir les salles de sport Fitness Park, on peut avoir les magasins Lush, on peut avoir des EHPAD, on peut avoir des cabinets dentaires. On a vraiment tout style de lieux qui sont attentifs à l'expérience client, donc ce que leurs visiteurs, leurs clients, leurs patients viennent vivre, que ce soit en gestion du stress, en perception du lieu, découvrir un peu l'ADN d'une marque, pas uniquement par le visuel, par l'olfactif, mais aussi par l'auditif. Et nous, notre travail, c'est de le faire par l'auditif. De la gestion du stress, de la confidentialité, c'est des sujets qu'on fait notamment avec des groupes de pharmacie. Et puis, la qualité de vie au travail, parce que sur place, ils ont des équipes qui travaillent au quotidien. Et donc, comment on fait que ces équipes ont un environnement acoustique agréable, que ce soit en travaillant sur les visiteurs, mais aussi sur eux-mêmes. Donc, on les accompagne avec des systèmes qui viennent piloter leur ambiance musicale au quotidien sans qu'ils aient aucun effort, avec tout un système d'innovation, que ce soit des modes jukebox, la création de spots par IA qui permet aux responsables marketing com de faire de la communication externe via les enceintes,
communication interne, de communiquer auprès de leurs collaborateurs. Donc voilà, on vient les accompagner un peu sur tout ça. Ok, bah écoute, c'est passionnant, c'est marrant parce que j'ai rencontré il y a la semaine dernière une boîte qui fait des parfums pour justement développer l'expérience client et l'identité de la marque. Donc ça me fait un peu penser à ça aussi. Donc l'idée là, ce que je vais te demander, c'est comment tu as pu développer ta société, donc avec tes deux associés, tout en prenant soin de ta santé physique et mentale. Donc, ce que j'aimerais d'abord que tu nous expliques, c'est comment tu as pu développer ta boîte. Raconte-moi l'histoire, les différents moments phares du développement de ta société, parce que maintenant, ça fait 8 ans. Donc, voilà, on peut... Tu as passé le cap des 3 ans, ce fameux cap. Celui des 7 ans aussi, on dit il y a un deuxième cap à 7 ans. Donc, voilà, c'est chouette. Donc, comment tu as, voilà, évolué? Parle-nous de ta croissance de la boîte. Euh, Déjà, c'est vrai que le sport est un parallèle qu'on a eu dès le début avec notre société parce que mes deux associés ne se connaissaient pas entre eux. Et moi, l'enjeu, c'était que l'un et l'autre se connaissent aussi bien que moi, je les connaissais. Et si on s'est choisi, c'est parce qu'on sait que c'était des personnes c'est parce qu'on sait que c'est des personnes qui tiennent dans la difficulté. Et je voulais qu'ils aient cette vision-là, l'un et de l'autre, que quand on est associé, quand tout va bien, il n'y a pas de sujet. C'est quand tout va mal qu'on découvre un peu les gens. Donc, du coup, on a fait de l'alpinisme dès le début de la création pour que Raphaël et Maxime se découvrent aussi dans des environnements qu'ils ne maîtrisaient pas, dans des moments où ils ont peu dormi, où ils sont fatigués, où on a faim, on a soif, de se voir tous les trois et de montrer aux autres comment on réagissait dans la difficulté. Et ça permet de souder notre association de manière assez forte dès le début pour que tout le monde comprenne qui il avait en face, quoi. Et qu'on se rappelle un peu ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que dans la vie d'une société, on a forcément des moments difficiles à passer. Et on parle du cap des 3 ans, du cap des 7 ans, mais moi j'ai l'impression que c'est tous les ans qu'il y a des caps, tous les ans qu'on a des enjeux, et chaque année on en découvre des nouveaux. Et d'avoir des associés qui ont les mêmes valeurs, on n'est pas des copies conformes les uns des autres, on a des caractères extrêmement différents, mais par contre on a les mêmes valeurs, et ça c'est très très important de découvrir les valeurs de ses associés. Et l'équilibre vie pro, vie perso fait partie d'une autre et fait qu'on a une vision dès le début dans la durée. C'est-à-dire qu'on est une société qui a jamais levé de fonds. On a fait ça depuis le début sur nos fonds propres, donc ça nous a demandé beaucoup d'années à vivre de manière très économe, faire beaucoup avec peu de moyens. Et ça, il faut avoir des gens qui tiennent sur la distance, qui savent gérer la frustration, qui savent gérer la durée, et ça se fait pour nous en ayant un équilibre vie pro vie perso. Et on est aussi parti de grands groupes en ayant la sensation que les ressources humaines étaient pas très bien gérées. Alors encore une fois, je le dis avec tout le respect que j'ai pour les grandes boîtes qui gèrent des grands enjeux bien plus grands que les nôtres, etc. Mais où parfois l'humain est un peu oublié. En fait, on voulait créer, en créant cette structure, une structure plus petite, on fasse attention à ça. Et donc, en fait, les deux valeurs clés chez Choco qu'on a créées assez tôt, c'est professionnalisme, c'est-à-dire qu'on veut une équipe de pros. On veut des gens qui soient autonomes, professionnels, responsables. On ne fait pas de micromanagement. Chacun est libre de son temps, etc. Donc, chaque année, on détermine des grands objectifs de la société et après, on vient inscrire les objectifs de chacun là-dedans. Ils sont salariés? Exactement, ouais, tout à fait. Mais on est 13 aujourd'hui et tout le monde est en CDI. Pour la pérennité de l'emploi découle aussi de ça, quoi, de la qualité de vie au travail. Et donc, du coup, professionnalisme et équilibre vie pro, vie perso. Parce qu'on pense qu'un collaborateur ou qu'un associé va donner le meilleur de lui-même si il est bien dans ses pompes, s'il a des activités à côté. Alors, on parle pas mal du sport, mais il n'y a pas que ça. On en a beaucoup qui pratiquent de la musique, on en a qui pratiquent de l'art, qui font de la poterie, des choses comme ça. La question, c'est comment ils s'épanouissent autrement qu'au travail et comment, du coup, on se nourrit de ça. On se nourrit de la qualité de ce qu'on fait à notre travail pour l'extérieur et inversement. Et nous, on croit beaucoup à ça. Et on croit beaucoup à la durée chez les gens. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur LinkedIn sur les équipes qui restent chez nous longtemps. Là, on a 2 personnes qui viennent de fêter leurs 5 ans. On a mis en place disque de bronze pour 3 ans, disque d'argent pour 5 ans, disque d'or pour 10 ans. Mais ça, c'est lié aussi à des avantages salariales.
à des semaines de congé en plus, à des primes, à des niveaux de package qu'on met en place pour eux aussi sur la durée, pour leur qualité de vie au travail. Donc, on Ok. essaie vraiment que ce ne soit pas juste un poste, juste un tableau, que ce soit vraiment lié. Et chez Choco, on fait attention à ce que on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et du coup, on le met vraiment, quand on met quelque chose en avant sur les réseaux, c'est que ça a été fait, que ça a été décidé par les équipes. Par exemple, la charte de télétravail, elle n'a pas été écrite par les associés, elle a été écrite par les équipes. Donc, Ok. on veut que les gens soient impliqués là-dedans, et la marque employeur, finalement, c'est hyper important. Et là-dedans, moi, je suis persuadé on est dans une nouvelle ère où l'honnêteté et la franchise est primordiale, et que les équipes le sentent si c'est du fake. On a des comptes comme Balance ta Startup, etc., où on voit que si on fait du fake, ça ne dure pas très longtemps. On peut exploser un peu quelques temps, mais sur la durée, on ne tiendra pas. Et alors, nous, ce qu'on veut, c'est pas faire un coup rapide avec ça, c'est au contraire créer un espace de travail agréable, euh, avec des équipes qui restent sur le long terme. Et au final, tout ça apporte aussi du business, parce que du coup, il y a des gens qui se retrouvent dans ce qu'on dit, donc ont envie de travailler avec nous, pas forcément toujours par ce qu'on fait, mais aussi par qui on est et comment on l'aborde. Et ça, c'est important. On a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils disent, en fait, on se reconnaît dans votre manière de travailler. Et on sait qu'avec vous, on va avoir une vraie vision de partenaire. On sait que ce n'est pas juste des mots sur un PowerPoint, c'est vraiment votre mode de fonctionnement. Donc là, tu parles des clients ou tu parles des collaborateurs? De tout. C'est un Ok. ensemble, en fait. Et on se rend compte que, voilà, il y a des clients, des partenaires, des fournisseurs, des collaborateurs avec lesquels on accroche parce qu'on a les mêmes valeurs. Et ceux avec qui on n'a pas les mêmes valeurs, c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est des gens pas bien, mais ça veut dire que c'est des gens qui doivent bosser avec d'autres groupes de valeurs, etc. Et nous, on a vraiment cet enjeu-là d'être aligné avec ce qu'on fait. Si il y a des gens, par exemple, qui cherchent uniquement la performance sans cet équilibre, quitte à brûler des équipes, c'est pas trop notre ADN. On respecte ce qu'ils font. S'il y en a qui choisissent de faire ça, il n'y a aucun problème avec ça. On se met pas au-dessus, on juge pas, mais néanmoins, c'est important pour nous d'être alignés et travailler avec des gens qui sont alignés là-dessus. Mm. Alors, comment tu as fait pour faire savoir cet ADN-là pour après générer du business? Alors déjà, ça se fait pas tout seul. C'est pas quelque chose que j'avais en vision dès le départ. On avait les bases, mais tout ça, c'est des choses qui se construisent énormément avec la communication. Je pense qu'il y a quelque chose qui est sous-estimé chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est de parler. Je pense que les gens parlent pas assez entre eux, avec leurs équipes. Ils restent beaucoup dans le j'ai perçu que. Et donc, en fait, il faut échanger, il faut échanger, il faut échanger tout le temps. Ça prend du temps. Des fois, on a l'impression de perdre du temps là-dessus en passant des sessions de 2-3 heures, mais c'est primordial. Par exemple, dans la charte de télétravail, ce qui a été mis, c'est pas d'obliger les gens à venir. C'est comment on fait pour que le lieu soit agréable, le lieu de travail soit agréable, pour que les gens préfèrent être là plutôt qu'être chez eux. Quelle est la différence concrète pour que les gens soient plus heureux de venir au travail? La question, c'est pas les obliger à venir. On sait que c'est important qu'ils soient ensemble, parce que dans une petite équipe, le télétravail, on produit plus, mais on produit tout seul. Et donc, du coup, les interactions manquent. On n'est pas dans le feu. Donc, la question, c'est que, OK, les gens ont besoin de télétravail, mais comment on va le transcrire dans être bien au bureau et trouver le bon équilibre. Et ça, le problème d'un équilibre, c'est que quand on est une société, elle est en mouvement. Donc, maintenir l'équilibre en mouvement, ça nécessite de toujours compenser, travailler, se remettre en question. Et c'est ça qu'il faut avoir. Donc, ça, c'est comment on le fait. Et après, comment on le décline aux clients. Ça, c'est quelque chose qui, de base, nous, on n'est pas très à l'aise avec ça, parce que les 3 fondateurs, on est 3 ingénieurs. Donc, on n'est pas forcément des bons communicants. On a appris à le faire. Et en fait, comme beaucoup de dirigeants, on s'entoure de gens qui sont meilleurs que nous dans leur domaine. Et typiquement, on a quelqu'un à la com qui est top et qui va nous accompagner en disant, voilà, c'est bien que vous preniez la parole, il faut respecter votre ADN, c'est-à-dire ne pas changer qui vous êtes, mais voilà vos points d'amélioration, vous pouvez mieux parler, etc. Et donc, du coup, on prend la parole et les gens découvrent. Et donc, du coup, sur un poste où, par exemple, moi, mon poste qui a le plus performé, c'est celui où on a fait le Mont Blanc avec les associés. Parce qu'on parle de nous, on parle de notre aventure, et au final, ça fait beaucoup de visites sur le site, donc des gens qui découvrent, donc des gens qui en parlent et des prospects qui viennent. Donc, en fait, c'est en ça que ça aussi, ça peut déclencher du business, parce que les gens ne parlent pas seulement d'un produit, ils parlent aussi de personnes. Et voilà, quand on parle de tout, de n'importe quel produit, en fait, on a besoin de comprendre qui fait quoi, dans quel but.
ça, c'est hyper important. Ouais. Alors, la question que je me pose et je fais une projection sur des clients que j'ai moi, que j'accompagne aujourd'hui dans leur développement commercial. J'ai en tête un client qui est, submergé par son activité. Alors il a repris la boîte de son père, donc la boîte, elle existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il a aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs, mais il est pris dans son activité. Donc, comment il peut consacrer du temps, comme tu dis, à communiquer, et cetera? Il n'a pas encore cette possibilité techniquement de sortir de son quotidien. Comment toi, tu peux faire un parallèle avec ce que tu as vécu? Parce qu'au début, quand on crée la boîte, l'idée, c'est de générer du business, quoi. Oui, mais pour moi, il faut toujours voir les choses sur le long terme. Ouais. Un coureur qui dit, pour reprendre le parallèle avec le sport, j'ai pas le temps de m'hydrater parce qu'il faut que je fasse mon temps, bah ouais, ok, vas-y, mais tu vas lâcher, quoi. Le problème, c'est que c'est pas, on court pas un 100 mètres là quand on fait une boîte, on court une longue distance. Donc ouais, si on s'hydrate pas, si on fait pas attention à ça, bah quand on va se prendre le mur, il arrive plus ou moins tard selon les personnes, selon les physionomies, selon etc. Mais il arrive. Donc en fait, la question c'est pas quand il peut le faire, c'est qu'il doit le faire. En fait, il n'a pas le choix. Je veux dire, s'il a une journée qui est full et qui doit quand même, j'en sais rien, déclarer sa TVA, il va le faire à la fin de la journée. Il n'a pas le choix. Mais il faut se rendre compte que ça, c'est des sujets dont on n'a pas le choix non plus. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui gèrent une boîte seule parce que moi, je ne saurais pas le faire. Donc, moi, nous, déjà, on est 3. Et on a choisi de faire ça à 3. Pourquoi à 3 et pas à 2? Parce qu'à 2, on pense que l'autre a tort. Alors qu'à 3, quand il y en a 2 qui nous disent qu'on fait une connerie, on se dit, ah ok, ils ont peut-être raison. Moi, j'aime bien cet équilibre-là. À chacun de trouver son équilibre, sa manière de faire. Il y en a qui arrivent très bien à gérer seul et je ne dis pas qu'il faut forcément être associé. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut savoir se remettre en question. Quand on s'énerve, quand on dort mal, quand on prend les mauvaises décisions, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas 100 000 possibilités. On peut s'énerver contre le monde entier, mais les seules personnes sur qui on a vraiment la main, c'est nous-mêmes. Donc, en fait, il faut se changer nous-mêmes avant d'essayer de changer le reste, quoi. Donc, la question, pour moi, c'est se remettre en question tout le temps. C'est dur, et c'est pour ça que pas tout le monde y arrive. C'est que c'est difficile, c'est long, ça fait mal, mais pour moi, en tout cas, c'est la voie de la solution. Donc, pour le cas qui est évoqué là, en plus, on parle d'une boîte familiale, donc il y a un poids. J'imagine il y a des repas de famille où on en discute. Moi, à ton époque, je faisais mieux, moi, c'était plus simple. Donc voilà, il y a tout ce poids-là aussi, comment on le gère. Hein. Moi, j'ai de la famille aussi qui travaille dans l'entrepreneuriat. Je pense que travailler en famille, c'est pas simple non plus. Moi, j'ai pas fait ce choix-là, mais il y en a qui le font et il y en a qui arrivent très bien. Il y a des histoires de dingue. Hein. Il y a une boîte lyonnaise qui s'appelle Smash. Ils sont 2 frères et le père qui bossent ensemble et ils bossent super bien. Ils sont super forts. Donc, il faut aussi se nourrir de gens qui marchent, échanger avec ceux qui sont dans le même cas que nous et demander ce qu'ils font, leurs bonnes pratiques et les tester. Peut-être elles vont marcher, peut-être elles vont pas marcher. Et moi, ce que je conseillerais, numéro 1, c'est d'échanger avec que des gens qui ont repris des boîtes de famille pour échanger. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Il y en a qui arrivent à mettre en place de la médiation. Pareil, il y en a qui arrivent à gérer leur temps. Il y en a qui sont du matin, d'autres du soir. Moi, en fait, le truc qui marche bien, c'est test and learn, en fait. On essaye et on voit si ça marche. Et tant que ça ne marche pas, on essaye. Parce que si on abandonne, c'est qu'on accepte d'aller dans le mur. Et donc, le sujet, il est là. Et ça demande de l'acharnement. Mais du coup, si on veut tenir sur la durée et d'avoir cette envie de réessayer, c'est là où il faut prendre soin de soi. Il faut accepter de se reposer, couper le téléphone une après-midi, prendre une après-midi pour soi, les bouquiner, dormir, faire du sport, j'en sais rien, chacun. Mais il faut prendre du temps pour soi, pour s'écouter, pour le lendemain revenir avec la vigueur des premiers jours, quoi. Mais ça, tu peux te le permettre parce que tu as une équipe en place qui est performante ou comment tu... Non, il faut se le permettre dès le début. D'accord. Faut pas oublier que nous, on n'est rien sur Terre et on est juste un passage. Donc, de croire que le monde, que si on arrête de bosser une après-midi, le monde va s'arrêter. Ah non, clairement, on s'en fout. Avant, après Hugo, la Terre s'en fout, l'humanité s'en contre-fout, en fait. Donc au contraire, c'est hyper égocentrique que de croire que parce que moi je m'arrête une après-midi, ça va pas être pareil, mais ça ne va rien changer. Voilà, donc en fait, la question, c'est comment on aborde les choses et comment on fait en sorte que ça marche. Mais moi, même demain, moi j'ai un accident, je suis sûr que Choco et mes associés porteront très bien la boîte et s'en sortiront peut-être même mieux sans moi. Donc, en fait, il faut pas
faut arrêter je pense, de croire que si on s'arrête, voilà, il y a des gens qui sont freelance, qui savent prendre des vacances. Mm. Donc comment ils font? Comment ils s'organisent? Mm. Euh, Ouais. Et je pense que ça, c'est hyper important de comprendre ça, de comprendre que on n'est pas indispensable à la société, à tout. Donc la question, c'est comment on donne le meilleur de nous-mêmes à nos proches, à la société. Et donc par ça, ça passe forcément par prendre soin de soi. Ouais. Donc voilà. Et encore une fois, il faut accepter aussi parfois de ne pas être fait pour certaines choses. Par exemple, moi, je sais que j'aurais eu du mal avec la gestion de fonds très importants dès le début de ma société. Je levais des fonds dès le début, ce stress-là de devoir rendre des comptes à des gens plus âgés, plus expérimentés dès le début, à 25-27 ans, je pense que j'aurais eu du mal. Et il faut aussi apprendre les challenges qu'on est capable de faire et ceux qu'on n'est pas capable de faire. Et apprendre à aussi parfois savoir faire demi-tour. Quelque chose dont on parle beaucoup, qui marche aussi dans le sport, c'est il y a des fois on tient de la bonne manière, il y a des fois on s'obstine. Et ben dans une course, c'est pareil. Des fois, on va avoir mal au genou. Et ben en fait, on peut se dire, ouais, on peut tenir 5 bornes de plus et la douleur va partir. Et des fois, à l'inverse, on va se casser le genou pour 6 mois. Et ben ça, il faut apprendre à le sentir. Et ça, pour moi, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Et ça apprend à devoir parfois s'arrêter, parfois se remettre en question, même si c'est difficile, même si on sent que c'est pas le bon moment, pour être meilleur. Nous, le nombre de fois où la boîte, on a été 3 ou 4, on s'est arrêté parce qu'il fallait le faire en fait. Et c'était pas grave, et c'est comme ça. Mais donc, du coup, ça a eu un impact sur le chiffre d'affaires, ça. C'est difficile. En plus, ce qui est difficile, c'est de corréler un seul événement à un seul résultat. Le problème, c'est que c'est un écosystème en fait Ouais. de ça. Donc, par exemple, j'en sais rien. Là, on a Trump qui s'énerve de l'autre côté de la planète, ça fait baisser le dollar. Donc, nous, on se retrouve avec ce qu'on achète en dollars à l'acheter beaucoup moins cher. Mais ça, on n'a pas la main dessus. Donc, on fait un gain sur quelque chose sur lequel on n'a pas la main. Donc, en fait, c'est tous ces sujets-là où on n'a pas. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on voit que ça a une amélioration? Oui, sur le chiffre d'affaires, ce qui est certain, c'est que moi, je sais que je suis plus convaincant, plus reposé, en meilleure disposition quand j'ai fait du sport. Ça, c'est actuel. Si pendant 2 semaines, je ne fais pas de sport, que je mange mal, je bois, forcément, je dors mal. Donc, forcément, je suis irritable. Donc, forcément, je n'écoute pas mon interlocuteur. Donc, forcément, je suis un mauvais commercial. Mais à l'inverse, si j'ai une vie de moine, que je n'ai pas de vie sociale, etc., je vais être pareil. Donc, en fait, c'est comment on trouve son équilibre. Et encore une fois, l'équilibre, il est mouvant. Et vu que l'équilibre est mouvant, et en fait, d'essayer de voir et ça implique de tester les limites et donc de se mettre dans le rouge dans les différents sujets. Quelqu'un qui n'a jamais bossé 80 heures par semaine, il faut qu'il essaye quand même. Quelqu'un qui n'a jamais fait la fête jusqu'à 5 heures du mat, il faut qu'il essaye. Quelqu'un qui n'a jamais marché 3 jours d'affilée en faisant que ça, il faut qu'il essaye. Il faut qu'il teste ses limites pour qu'il trouve son bon réglage, quoi. Qui fait que ça marche. Sa bonne recette. Moi, je pense que c'est ça le secret, quoi. Ok. On a parlé dans nos précédents échanges que tu faisais une analogie avec les sportifs de haut niveau et ta fonction de dirigeant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je trouvais ça intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles sur ce sujet-là parce que typiquement, un sportif de haut niveau, moi, j'en connais aucun qui fait 10 heures de pratique par jour, 5 jours par semaine. Aucun. Ouais. Ok. Donc, alors qu'un dirigeant, il est au boulot. Moi, je ne vois pas un cas de dirigeant faire 60 heures par semaine à faire que produire. Moi, j'y crois pas. Ouais. Mais après, je veux bien voir, mais moi, j'y crois pas. Par contre, ça ne veut pas dire que quand il ne fait pas autre chose, ça ne dessert pas sa cause principale. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, un sportif va se renseigner sur sa nutrition. Il va écouter des podcasts, il va regarder sur le fait de manger, qu'est-ce que ça génère, sur les étirements, sur la cryothérapie. Voilà. Et donc, en fait, je pense qu'un dirigeant qui lit, ce n'est pas un dirigeant qui ne travaille pas. Un dirigeant qui fait la sieste, ce n'est pas un dirigeant qui ne travaille pas. C'est qu'en fait, là, il prend ce moment-là parce qu'en fait, juste, il est en train de digérer et que là, dans tous les cas, il ne produira pas. Et
je crois beaucoup, on parle avec mes sœurs qui ont une super carrière, et ben, soit on bosse à fond, soit on se repose à fond. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et je pense que les gens qui viennent parfois dans le surmenage, je ne parlerai pas du burn-out parce que je ne suis pas médecin et je ne connais pas assez cette maladie pour pouvoir en parler. Mais en tout cas, le surmenage, j'ai touché un peu du doigt ce sujet-là. On se rend compte que c'est le fait de bosser sans arrêt, sans jamais s'arrêter, et qu'en fait, après, on a un hamster qui tourne dans sa roue, en fait. Et que des fois, prendre 10 minutes, aller prendre un café au soleil et prendre l'air, ça fait du bien, et on revient, on est plus performant sur ce qu'on fait. Et donc, en fait, il faut regarder un sportif de haut niveau, comment il découpe sa semaine. Parce que forcément, ces gens-là sont accompagnés par des dizaines de personnes sur plein de sujets. Je ne sais pas, les pilotes d'avions de chasse qui viennent former les chirurgiens sur le bon stress et le mauvais stress, comment faire la différence. Donc en fait, et tout ça, c'est quand même accessible dans des livres, dans des podcasts, sur Internet. Et pour moi, entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, il y a ces analogies-là. Sauf que nous, la différence, c'est qu'on est tout seul. Donc en fait, être tout seul, ça ne marche pas. On ne connaît aucun sportif de haut niveau qui s'entraîne tout seul, qui fait tout seul. Il n'y en a pas. Donc, un dirigeant doit se faire accompagner. Et après, on le voit, tous les gros dirigeants de grosses boîtes, etc., ceux qui sont ultra performants, ils se font accompagner. Ils ont des coachs, ils ont des personnes qui viennent les challenger, et pas que sur le travail, sur aussi leurs cours de sport. Je ne pense pas qu'ils fassent leurs cours tout seuls, je pense qu'ils ont des profs. Le nombre de coachs de sport pour dirigeants, etc., qui existent, mais en fait, c'est énorme. Limite qu'ils leur disent comment se nourrir. Et donc, en fait, le parallèle, il est là, c'est que si on fait attention à soi, si du coup, c'est con comme détail, mais si on digère bien, si on est bien, on est meilleur dans son taf. Et si on n'a pas du sommeil. Typiquement, le sommeil, c'est sûr que faut pas être un grand avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que quand on a beaucoup bu, on dort mal. Donc, forcément, consommation d'alcool, diminution du sommeil, perte de la concentration, perte des éléments, de la mémoire, etc. Et encore une fois, on est tous différents vis-à-vis de ça. Et donc, en fait, comment on fait attention à tout ça pour être quelqu'un de bon et de pertinent. Et je pense que chacun, on a nos petits voyants rouges. Il y en a, c'est la colère. Il y en a d'autres, c'est le fait de se renfermer sur soi. Il y en a d'autres, c'est le fait d'ignorer les sujets. On a tous nos trucs, et on est selon nos caractères. Il faut repérer ces points rouges et dire, OK, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui a un bon impact sur le sujet, quoi. Sans, encore une fois, devenir Alors, tu m'as appris quelque chose d'ailleurs sur le sommeil. Excuse-moi, j'ai eu un petit bug là. Alors, du coup, tu m'as appris quelque chose sur le sommeil. J'ai appris par toi que les fonds d'investissement avaient une grille de lecture et d'évaluation du sommeil des dirigeants qui soutiennent en investissement. En fait, quand ils soutiennent des dirigeants, ils vont se faire attention à ce que justement les dirigeants ne se mettent pas dans le rouge. Et donc, en fait, dans les indicateurs qu'ils regardent, il n'y a pas que ça. Mais dans les indicateurs qu'ils regardent, il y a le sommeil. Ils ne vont pas suivre que le sommeil, mais ils vont suivre le sommeil. Et donc, par exemple, est-ce qu'on fait des nuits complètes? Si on ne fait pas des nuits complètes, à quelle heure on se réveille? Et si typiquement on se réveille à 4 heures du matin, 4 heures du matin, c'est les zones d'angoisse. Quand on n'est pas bien, c'est les horaires où les gens se réveillent. Quand vous parlez de dirigeants qui ont des soucis, en général, ils se réveillent la nuit. Des soucis, j'en sais rien, financiers, juridiques, trésorerie, ce qu'on veut, mais normal. Et donc, en fait, et mine de rien, quand on voit que, j'en sais rien, j'ai pas les stats exactes, mais si 80% des dirigeants dorment mal la nuit quand ils sont pas bien, c'est que le sommeil est un indicateur à prendre pour la plupart des cas. Et donc, du coup, typiquement, les fonds d'investissement vont surveiller ça, parce qu'ils savent qu'à partir du moment où il y a un voyant rouge, 2 voyants rouges, 3 voyants rouges, 4 voyants, parce qu'on n'a pas le sommeil, on a un dirigeant qui coûte plus, on a un dirigeant qui se met en colère, là, c'est qu'on a quelqu'un qui est en train de fondre le piston, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, nous, en s'écoutant, on est les premières personnes à prendre ces indicateurs-là. On le sait avant tout le monde qu'on ne dort pas la nuit. Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est à nous de tester ce qui ne marche pas, d'identifier déjà qu'est-ce qui fait que je suis vraiment stressé, quel est vraiment le fond du souci, comment j'agis dessus concrètement. Et donc, rien que du fait d'avoir un plan d'action, déjà, d'identifier et de savoir ce qu'on va faire, ça permet déjà de résoudre un peu le problème, quoi. Alors, du coup, comment toi, tu as intégré cette hygiène de vie dans ton quotidien? Tu m'as parlé
de longue durée, de sport longue durée. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu m'as parlé beaucoup d'estime de soi. Et du coup, voilà, où tu en es aujourd'hui. Du coup, sur les sports longue durée, c'est vrai que l'entrepreneuriat est une entreprise qui se fait sur la longue durée. Enfin, c'est rare de réussir très rapidement, surtout quand c'est la première société. Et du coup, mais en fait, enfin, comment dire, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes maintenant, mais que j'ai mis beaucoup d'années avant d'intellectualiser, etc. J'étais beaucoup dans l'essayer, le faire. Par exemple, au tout début, moi, je me suis rendu compte que j'avais du stress, etc. Et un jour, on a une pote qui nous a proposé de faire une session de yoga. Moi, j'avoue que je ne voyais pas trop l'intérêt, etc. Je l'ai fait et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a fait un bien fou. Et ces exercices de respiration, de durée, de concentration, et ben en fait, c'est ma bulle. Et depuis, je fais ça une fois par semaine parce que je vois un effet concret sur moi. Ok. Je suis plus apaisé. Quand on est tendu, enfin moi, j'ai tendance à me contracter, à me tendre dans les situations de stress. Là, le fait de travailler la respiration, etc., c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc, et je me rends compte que je suis mieux dans ma peau. Et donc, du coup, je suis plus performant, plus détendu, plus reposé. Et donc, du coup, dans la boîte, ça se ressent. Ok. Donc à la question de dire, quel effet ça a sur toi, moi, j'ai eu cet effet-là. Ok. Cet effet de repos. Donc là, il y a le yoga. Après, il y a eu la course à pied, le fait de courir. Et plus j'ai couru, plus j'ai aussi cherché un endroit où j'étais bon. Je ne suis pas spécialement un coureur de vitesse. Et en fait, j'ai pris du plaisir. J'aime beaucoup la montagne. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire. Déjà, de base, on faisait beaucoup de rando, mais on a fait de la rando, on a fait du trail. Et en fait, dans le trail, j'ai trouvé les montagnes russes émotionnelles que j'avais dans l'entrepreneuriat. Et du coup, de les apprendre à les gérer dans un autre moment, ça m'apprend à mieux les gérer aussi au quotidien. Mais ça, il a fallu que je fasse une première sortie sur un coup de tête ou avec des potes, on a fait Grenoble-Chambéry de nuit par la Chartreuse. On est parti, on a pris un TER à Lyon, on est arrivé à Chambéry à 17h30 et on s'est fait à Grenoble, pardon. Et on s'est fait Grenoble-Chambéry par la Chartreuse, 70 bornes, 4500 D+, de 18h au lendemain midi, quoi. Ah ouais. Voilà. Mais vous l'aviez préparé physiquement? Non. Mais voilà, mais on le fait et en fait, je pense qu'on oublie que les générations avant nous, elles faisaient des choses qui étaient incroyables et je pense qu'on oublie nos limites. C'était quelqu'un qui m'avait emmené en sortie de montagne, un grand sportif de haut niveau et voilà, qui m'a emmené et qui m'a dit: «Hugo, tu te rends pas compte des ressources que chaque personne a en soi, pas que moi j'ai en moi, Potentiel. on a et qu'on peut aller chercher très loin». Je pense que les gens se mettent pas assez dans le rouge, ouais. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont vraiment capables. Et se mettre dans le rouge, c'est ce que tu as utilisé comme expression justement pour me parler de sport longue durée. Au départ, tu faisais des petites séances de sport, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1h30. Et là, tu as décidé de rentrer dans un autre fonctionnement, d'aller sur des courses beaucoup plus longues. Là, tu vas faire quelque chose en Corse bientôt. Ouais. La Restonica, ouais. Un Voilà. 70 bornes. Je sais même pas si je vais la finir. Mmh. Je sais même pas si je vais la finir et je sais que je vais passer dans des étapes qui vont être extrêmement difficiles. Mais c'est ça que je recherche aussi. En fait, on est conscient quand on monte une boîte qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Et donc, en fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que l'important, il est pas de faire une boîte et de réussir. Parce que, en fait, après quoi on court sinon? Enfin, j'ai un pote qui a monté une newsletter là-dessus et qui est hyper intéressant, c'est le dirigeant de Lenbox, Lenbox, et qui en parle et qui dit, mais en fait, vers quoi on va? Où est-ce qu'on recherche? Et qu'est-ce qu'on cherche, pardon? Et si ce qu'on recherche, c'est juste le succès, qu'est-ce que le succès? C'est quoi? C'est un chiffre? C'est un nombre d'employés? En fait, c'est comprendre ce après quoi on court. Et en fait, en faisant ça, on comprend, c'est un peu bateau, hein, mais c'est assez vrai. C'est que en fait, ce qui est important, c'est pas tellement, la destination, c'est le chemin, c'est le voyage, c'est ça, il y a plein de gens qui en parlent, voilà, c'est
c'est bateau comme sujet, mais c'est vrai. Il faut se le rappeler. Et qu'en fait, dans ce trail longue durée, ce que je me rappelle, c'est que ce que j'adore, moi, c'est quand j'ai beaucoup galéré et que j'arrive à un point, un sommet, un col et que j'ai une vue magnifique et que je suis fier de moi d'être monté là. Et ben, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est qu'on ne sait jamais quand la montée va s'arrêter, on ne sait jamais si on va y arriver, mais par contre, quand on y arrive, c'est juste incroyable. Et on n'a plus envie que faire que de ça. Et du coup, moi, j'avoue que, par exemple, il y en a qui m'en proposent, mais faire un marathon en ville, ça ne me branche pas. Je respecte qu'il y en ait qui ça les branche, tout comme il y en a qui sont hyper heureux en bah, il en faut pour tout le monde. Chacun voilà, ses goûts. exactement. Il y en a qui sont hyper heureux en tant que salariés, il y en a qui sont hyper heureux en ayant un travail alimentaire parce qu'ils s'épanouissent dans leur famille, il y en a qui s'épanouissent dans un sport, il y en a qui s'épanouissent dans de l'art. Et encore une fois, faut que chacun trouve sa voie. Et moi, je sais que par exemple, dans le trail, je retrouve ça, ce côté nature. Et même plus loin que ça, là, je fais une course parce que c'est un ami qui m'en a parlé, parce que c'est une course qui est magnifique en Corse. Et moi, de base, j'aime plus trop partir en course. Je préfère partir avec des potes comme on l'a fait à la volée, comme ça, en faisant Grenoble-Chambéry ou en faisant le tour du Mont Blanc sur une période plus. Enfin voilà, en le faisant en mode trail, mais sans personne. On part un soir à minuit de Chamonix, mais on n'a personne au départ, personne à l'arrivée. Hein. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. Hein. Ceux qui attendent de la reconnaissance dans l'entrepreneuriat, il faut oublier. Hein. Il n'y a personne qui va nous. Jamais. Hein. On en aura peut-être ponctuellement à des endroits, mais c'est tout. Ouais. Et donc, en fait, dans ce sport-là, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait d'arriver à un col. Quand on arrive au col, il n'y a personne pour nous applaudir. Bravo, c'est bien, mon gars, t'as monté. Non. Il y a juste nous, la beauté de ce qu'on a fait, le plaisir qu'on en a retiré. Et c'est pour ça que je trouve ça très lié à l'entrepreneuriat. C'est que là, on est dans des beaux bureaux, etc. On est hyper content. Ça a été très dur de les obtenir, très dur de faire ce projet, etc. Quand on l'a fait, il n'y avait personne pour dire bravo les gars. Ouais. Donc c'est se satisfaire soi-même. Enfin, c'est de se C'est dire. comprendre ce qu'on cherche, Qu'est-ce qu'on recherche en montant une boîte? Par exemple, la personne qui reprend la boîte de famille, est-ce que c'est perpétrer quelque chose de famille dont il est fier, peut-être le transmettre à ses enfants? C'est juste faire plaisir à ses parents? C'est trouver le sens dans sa vie, dans ce qu'il fait? C'est changer le monde? C'est voilà. Là, j'ai vu une dirigeante qui a monté une boîte qui est hyper intéressante, s'appelle MyLight 150. Elle, son enjeu, c'est baisser les émissions de carbone. C'est tout. C'est ça, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin spécialement de lumière, etc. Par contre, son enjeu, c'est ça. Et maintenant, ils se défoncent pour ça. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme compromis pour y arriver. Ouais. Voilà, moi, par exemple, comme compromis, je ne suis pas prêt à avoir une nutrition hyper travaillée, à ne pas boire d'alcool pendant 6 mois pour une course. C'est mort. Enfin, moi, j'ai envie de profiter avec ma famille, avec mes amis, de bien manger, s'il y a un plat en sauce avec un bon vin, d'en profiter parce que j'aime ça. Mais par contre, je le fais de manière raisonnable. Et le challenge, il est là-dedans. Et je pense que chacun doit trouver son équilibre. Et le lien entre sport longue durée et entrepreneuriat, c'est comprendre ce qu'on fait, comprendre le plaisir qu'on en retire. Ok. Alors, c'est quoi les perspectives pour ta boîte là dans les mois et années à venir? Au moins dans l'année. Et souvent, on ne le fait pas assez. C'est d'avoir conscience de ce qu'on a construit. On a une équipe de 13 personnes qui ont plaisir à venir travailler ici. Et en tout cas, quand on leur demande, qu'ils nous le disent et qu'ils le font ressentir parce qu'ils sont là sur la durée. Donc déjà, c'est maintenir ce qu'on a su faire aujourd'hui. C'est continuer de délivrer un service de qualité, innovant pour nos clients. Que nos clients soient hyper contents de nous, ça c'est primordial, qu'on les aide au quotidien. Et donc ensuite, c'est partant de ce postulat, qu'est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin là-dedans, pour faire encore plus pour nos clients, pour nos équipes, et évoluer bien sûr avec toutes les nouvelles technologies qui sortent. Là, on a l'IA qui vient bousculer beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup d'évolutions et c'est comment, je pense, on reste des humains responsables, intelligents dans cette évolution-là, en protégeant ce qu'on a créé, en continuant de le développer. Donc, c'est plein de sujets dans le sujet. Il y a le côté, le produit. Aujourd'hui, on distribue de la musique
de manière qualitative. Demain, on va être challengé par sûrement des plus jeunes qui sont déjà en train de monter des boîtes sur notre sujet d'une manière différente, qui sont déjà en train de nous challenger, et tant mieux, parce qu'il faut. Donc, comment nous, on reste dans la course, on reste comment on continue d'être un logiciel que les gens adorent, comment on se fait connaître mieux, comment potentiellement on s'exporte à l'international, mais tout en faisant attention à nous, à nos équipes, à nos partenaires qu'on emmène, etc. Donc, c'est un écosystème un peu global où on n'a jamais eu une grande vision d'un objectif à abattre. On découpe en fait ce long travail en petits segments, et c'est comme ça que ça fera l'année prochaine les 10 ans de la société. C'est qu'en fait, on le prend vraiment année par année. Ouais. Donc cette année, voilà, on a 2 nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe. C'est comment on les intègre bien, comment on s'assure que tout le monde est pertinent, que toutes les équipes montent en compétences, continuent d'être de meilleurs professionnels dans leur domaine, etc. Et comment on fait en sorte que notre logiciel soit toujours plus voulu, plus apprécié des clients et des prospects. Ok. Donc, c'est chouette d'avoir partagé ça, parce que du coup, dans ce que tu as dit, j'entends plusieurs choses que moi, je prône. Et donc, c'est intéressant, parce que je fais un parallèle avec la manière dont j'accompagne les dirigeants dans leur développement commercial. C'est être à l'écoute de ses clients, d'être toujours en contact avec eux pour bien comprendre leurs besoins. Et comme tu disais, dans l'équilibre, il y a du changement. Donc, trouver la solution la plus adaptée aux besoins de nos clients. Tu parlais des jeunes là, qui sont en train de se monter chacun dans leur coin, mais qui ont sûrement d'autres idées. Donc, d'aller bien sourcer la concurrence et de voir ce qui se passe sur le marché. Donc, être à l'affût aussi de toutes ces infos. Tu parlais des collaborateurs, de leur bien-être, etc. Et tu parlais des dirigeants, de leur bien-être aussi. Donc, voilà. Donc, je trouve que tu as résumé un petit peu quand même très, très bien comment continuer à faire perdurer ta boîte et l'enjeu d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui arrivent. Par exemple, dans ce registre-là, il y a une super boîte qui s'appelle Mousqueton, qui a été montée par Benoît Leriche, un ancien de Klaxoon, qui travaille sur les temps verts. Le temps vert, c'est le temps qu'on passe avec ses clients. Donc, comment on augmente le temps vert dans la société pour toujours être au contact du client, améliorer. C'est vrai que nous, c'est quelque chose, dès le début, on a fait notre logiciel, on l'a mis chez un client, et ensuite, on a toujours suivi les demandes du client pour faire évoluer le logiciel. Aujourd'hui, quand le logiciel évolue, ce n'est pas nous qui décidons, hein, c'est les clients. Et quand on a 70-80% des clients qui nous demandent quelque chose, en fait, c'est ça qu'on doit faire. Et donc, c'est comment on augmente ce temps d'interaction avec le client. Et cette boîte-là, Mousqueton, est top et très orientée là-dessus. Et voilà, c'est ce que tu dis, c'est comment on écoute le client, comment on répond à ses besoins et comment on s'ancre sur la durée avec lui. Et parfois, on peut perdre un client parce qu'il a envie de passer sur autre chose. Et tant mieux. Et comment même on l'accompagne dans ce passage vers un autre prestataire, etc. Peut-être il reviendra, peut-être il ne reviendra pas, etc. Mais quand on est à l'aise avec ça, je pense que ça se sent et du coup, il y a des discussions qui sont beaucoup plus simples. Ok. Bon, pour finir ce podcast, Hugo, je te propose de me dire quel serait ton principal conseil, tips que tu aurais envie de délivrer, même si tu as délivré déjà plein de choses. Mais je sais pas, est-ce que tu as envie de donner un tips, un conseil qui est important selon toi pour que les dirigeants continuent à développer leur boîte, mais en prenant soin d'eux? Vraiment, c'est un peu ce que j'ai dit plus tôt, mais qui pour moi est primordial, c'est essayer de faire des choses, même si ça vous paraît un peu farfelu. Vraiment, Okay. Essayez des choses. Faut pas être fermé sur un état d'esprit, quoi. Vraiment, essayez des choses, parlez avec les gens qui rencontrent les mêmes problématiques que vous, et faut pas s'arrêter à notre perception d'une pratique, il faut tester. Là, par exemple, moi, j'ai un super ami qui est dirigeant d'une super boîte, qui d'ailleurs, qui l'a reprise d'un groupe familial, hein, qui me dit: «Hugo, il faut que tu essayes l'apnée». Il fait de l'apnée, et il me dit: «Ça marche super bien». Et ça fait 6 mois qu'il m'en parle, qu'il faut que j'aille le faire. Et voilà. Et moi, j'avoue que j'ai comment dire, pas forcément, c'est pas une pratique qui m'attire, mais je sais qu'il faut que j'aille la tester. Et donc, c'est un conseil que je dois m'appliquer à moi-même, mais d'essayer de faire des choses
Et il y a des choses qui vont nous plaire, d'autres non, et c'est pas grave. Et il y a des choses qui vont pas être utiles sur nous, et d'autres oui. Mais il faut essayer. Moi, ce que je dis, c'est se remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un dirigeant qui se remet plus en question, qui dit plus est-ce que je suis pertinent, est-ce que je suis bon, c'est un dirigeant qui est sur la mauvaise pente. Et après, on le voit, on l'entend sur des boîtes, les équipes qui disent le dirigeant ne m'écoute pas, j'en ai peur, il a ses idées, on ne peut pas échanger avec lui. Bah, c'est ça, c'est un dirigeant qui se remet plus en question. Donc pour ça, il faut travailler sa curiosité, de découvrir des choses, de rencontrer des gens, de parler avec eux. Et on le voit, il y a des gens qui ont 50 ans d'expérience derrière, qui posent des questions, qui se renseignent, qui écoutent. Et la différence, on la voit, ces gens-là, ben, ils n'ont jamais cessé de s'améliorer. Et donc, s'il y avait un seul type, ce que je dirais à ça, c'est peu importe le niveau d'où on est, qu'on soit un dirigeant qui commence, soit un dirigeant qui a 40 ans d'expérience, c'est toujours se remettre en question, échanger, discuter, être curieux. Ok. Et moi, je le vois moi-même. Dès que je le suis plus trop, bah, je me renferme et je deviens moins bon. Enfin, moi, en tout cas, j'ai cette sensation-là. Dès que je m'ouvre plus, je reste dans mon vase clos, etc. Donc, je sais pas, aller dans les bureaux d'un ami qui vit dans une autre ville et bosser une semaine dans ses bureaux et voir comment sa boîte fonctionne. Mmh. Et Mmh. ça nous sort de notre boîte de fonctionnement, ça nous oblige, ça nous réouvre, ça nous réouvre l'esprit, on revient dans notre boîte avec des meilleures choses. Et ça, les équipes peuvent le faire aussi, quoi. Mmh. Ok, Voilà. génial. Bah, écoute, merci beaucoup Hugo d'avoir pris ce Plaisir. temps pour partager ta vie d'entrepreneur, ta vie de dirigeant. Donc, je mettrai dans le texte qui accompagne le podcast tes coordonnées. Donc, Hugo Frering, société Tshoko, T-S-H-O-K-O. Voilà. Et puis, ben, je mettrai le lien vers ton profil LinkedIn et ton site internet. Merci beaucoup. Je te Merci remercie pour cet échange. infiniment et je te souhaite une belle journée. Bonne journée à tous. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!